Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve tous ensemble pour commencer cette matinale. Je viens de me rendre compte que C'est un peu sombre. j'ai pas allumé les lumières derrière, moi je l'avais pas vu. Alors, comme d'habitude, on arrive à la dernière seconde, je suis sur mon ordinateur juste avant pour pouvoir régler les derniers trucs, envoyer des mails, essayer de ne pas perdre une seconde, et du coup je m'installe et je regarde l'image au moment où je mets en ligne. Je vais trouver mon téléphone pour pouvoir vous mettre les lumières derrière. Aline, Bon, je vais vous dire bonjour. Je te laisse broder. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je vois sur le chat que vous êtes tous là. Bonjour Rachel, bonjour Super Stylé, bonjour Crocotam, bonjour Brenda, bonjour La Calorie, bonjour Bob Danu, bonjour Noël Nono, bonjour à tous, bonjour Nini Ange et salut Simon. Et je vois que Rachel nous marque qu'elle rejoue à Tapestry. Ah, Pas Tapestry. Elle rejoue peut-être aussi à Tipperary. Tapestry. C'est possible. Mais à Tipperary, c'est certain. Ça vient de sortir en français. Nous, c'est un jeu qu'on a ramené d'Essonne. Est-ce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant ? L'année dernière. Et on y a joué toute l'année. Ça fait L'année partie, d'avant. moi, C'était de mes l'année jeux d'avant, c'est préférés. sûr. C'était pas l'année dernière. Ça fait plus d'1 an qu'on y joue en boucle et c'est un gros coup de cœur. Grosse semaine, on a plein de trucs à faire. Surtout, on commence une période assez chargée. On est au début de la semaine, donc programme de la semaine, c'est la première rubrique de cette matinale du lundi. Évidemment, c'est celle dans laquelle on va revenir sur ce qu'on a découvert dans le domaine de la pop culture de manière générale, les livres, les BD, les films, les séries, tout ça. On en reviendra assez rapidement parce que la dernière émission qu'on a faite sur ce sujet, c'était mercredi, donc il ne s'est pas passé beaucoup de jours depuis la dernière. On va revenir sur plein de choses, mais déjà on commence par vous faire le bilan de la semaine d'un monde de jeu et la semaine qui arrive et la semaine qui est passée. On n'avait pas de visite au chalet, là ça fait un moment qu'on n'a eu personne au chalet en réalité, et malgré tout on n'a pas tant profité que ça, on a l'impression qu'on a couru tout le temps, forcément il y avait des festivals. On a couru tout le temps parce que c'était un mois qui était plein de petits trous, de ponts et de jours fériés, et c'était aussi le cas pour les éditeurs qui ont profité pour poser des jours, je pense, ce qui fait qu'il y avait peu de venues au chalet. Mais alors on va se rattraper parce que le mois de juin, comme le mois de juillet d'ailleurs, s'annonce assez copieux. Ouais, exactement. Il y a une incruste en fin de semaine, nous dit Rachel. Viens pas en fin de cette semaine-ci, parce que c'est pas ce qui est prévu. C'est bien la semaine prochaine, fais attention. Cette semaine-ci, on a... Alors c'est encore relativement tranquille. On reçoit tout de suite Atalia en début de semaine, Césaré qui passe au chalet, donc on aura la chance d'être avec lui demain matin en matinale, vous aurez l'occasion Demain matin, de c'est le croiser. matinale Atalia Il sera pas tout avec seul. César Ménardi et Eric Jumel, qui est l'auteur de... J'ai oublié le nom du jeu aussi, pardon. Non, je le sais. The Royal Society of J'ai Archaeology. J'ai Art Society qui m'est venu en tête, mais je me dis c'est pas le bon. Bon, voilà. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'hésitais exactement entre ces deux jeux. Et donc on est content de le recevoir. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas passé, donc on aura l'occasion de parler des quelques jeux et puis de l'évolution de la maison d'édition et du distributeur Atalia. Vous le savez, on le dit souvent, c'est pour ça aussi qu'on fait un monde de jeu. C'est d'abord pour ça qu'on fait un monde de jeu. Nous, c'est le plaisir de recevoir les acteurs, de leur donner la parole. C'est la ligne éditoriale essentielle de nos contenus. On a envie d'écouter les acteurs du monde du jeu et puis de voir ce que tous ces humains, parce que c'est ça aussi derrière, c'est des personnes qui travaillent, qui ont inventé des choses, qui créent des choses, qui ont des rêves et des envies, font dans leur métier, et puis aussi en dehors on partage pas toujours, mais on est curieux de voir l'évolution des gens aussi, et c'est vrai que depuis qu'on s'est lancé, il y a tellement de choses qui ont changé, qu'à chaque fois qu'on croise ce qui sont devenus pour beaucoup des copains, et on l'assume complètement, on est bien sûr un média, mais on est d'abord une fenêtre qui s'ouvre sur cet univers-là. Mais il y en a beaucoup, c'est des copains, donc on est content de prendre de leurs nouvelles. On le partage avec vous. En fin de semaine, on aura Croc, mais ça c'est plus du privé, qui passe au chalet. J'en ai pas parlé avec lui, il n'est pas prévu spécialement de faire des vidéos avec lui, il vient juste comme ça pour jouer, c'est chouette. Si jamais, il n'y a que vendredi matin qui est possible, parce que... je suis pas sûr qu'il se lève tôt, j'en sais rien, j'ai pas évoqué la question, mais si jamais il est motivé, on ne sait jamais. Peut-être vous le croiserez en vidéo. Voilà pour le programme de cette semaine. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne également parce qu'on en a fini quelques-unes. Normalement, Tirnanog arrive aujourd'hui, on la diffuse, j'attends le feu vert de l'éditeur et puis hop, on vous met cette vidéo aussi sur YouTube. Vous aurez l'occasion de découvrir ce jeu publié par Lucky Duck Games. J'ai pas le nom de l'auteur, pardon, normalement on devrait toujours citer le nom de l'auteur en premier. Mais là j'ai pas révisé. Mais non, mais fais pas ça, tu dis interro surprise Rachel. Hop, dans le chat. Non, l'auteur, là, pas non plus, je pense. De tête, quand même, ça me paraît compliqué. En tout cas, c'est un chouette jeu qui est publié par Lucky Duck Games, auquel on a joué avec plaisir avec Guillaume. Donc, on vous diffuse la vidéo aujourd'hui. Et puis, on va regarder directement les sorties jeux de société. Dans cette matinale, je suis encore en train de... C'est le 14e numéro, je crois,
de la matinale consacrée au BD, jeux, tout ça. C'est le 14e numéro. J'ai pas encore réussi à faire chez La Santos ou un nom approchant. Isaac Chalef nous dit Gatsby. Comme vous voulez, hein. Mettez-vous d'accord. J'ai pas encore réussi à trouver une vignette qui correspond exactement. Je pense qu'on s'en rapproche, mais au bout de 14... C'est dur hein, de faire une vignette qui marche bien, qui permette aussi de créer un rendez-vous. J'ai déjà trouvé un logo pour cette émission, je suis content, mais maintenant il faut que j'arrive à faire une vignette qui claque, qui pop, justement, puisque c'est le sujet de cette émission. Tu devrais la faire comme du pop art. Ah non, mais hier soir, points, tu sais. Je l'ai préparé hier soir, la vignette qu'on diffusera après pour cette vidéo aussi. En l'ayant terminée, je me suis dit, ah ben non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut que je change. Et là, par contre, il faut que je m'arrête à certains moments de préparer des trucs et changer tout ce que je fais. Donc, j'ai plutôt été me coucher au bout d'un moment. Mais on en reparle plus tard. Vous verrez comment les vignettes évoluent. Peut-être pas encore cette semaine, mais il faut réussir à trouver à la fois les codes d'une émission. Tu te dis, c'est celle-ci, j'ai l'habitude de la voir. Ah oui, quand je la vois arriver, je suis content. Et en même temps, quelque chose qui fonctionne. Et en fait, on va parler de plusieurs choses en particulier. Je ne sais pas de combien, je n'ai pas compté. Mais comme entre les jeux, les séries, toi, tu en as vu 3-4. Les bandes dessinées, on va en parler d'une. Il y a peut-être 4 ou 5 éléments qu'on va mettre particulièrement en avant. Ben, c'est ça qu'il faudrait mettre en titre, je pense. Tu vois, 4, mais 4 quoi? Mais 4 trucs de culture, c'est ça le titre, de culture pop, mais en fait il faut le nombre, je pense, sur notre vignette pour donner aussi envie qu'ils ne connaissent pas l'émission. C'est ça le problème, d'y jeter un petit coup d'œil en replay. C'est pas un enjeu majeur ces émissions-là. L'enjeu majeur, c'est surtout de développer le Twitch, et ça se développe pas mal. On est très content de l'évolution. Vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux maintenant à regarder ces émissions sur Twitch que sur YouTube. C'est étonnant, hein. Ouais. C'est un fonctionnement qui est différent. Ouais, mais même en replay. Les gens passent plus facilement en replay sur Twitch que sur YouTube. Ils n'attendent pas forcément que l'émission soit en ligne. C'est comme ça. Et c'est tant mieux, puisque c'est un vrai enjeu. Et pour nous, on voit bien qu'il y a des évolutions entre YouTube et Twitch. Et donc, on est content de voir que ça marche pas mal. On vous parle des sorties. Jeux de société pour commencer. On passe assez vite sur les jeux de société, puisque c'est tout le reste de la semaine qui est consacré à cette catégorie. Premier jeu qui sort cette semaine. C'est cette semaine, To Win ? C'est To Win, oui. Ouais. Premier jeu qui sort cette semaine. Je dis ça parce que vous savez qu'on prépare ces fiches, et puis en fait, au moment où on le diffuse, des fois on les a préparées longtemps en amont, et il y a parfois du changement. To Win, donc on vous a fait la vidéo. Je vais regarder si elle s'est mise à jour, la fiche d'ailleurs, parce que je l'ai rajoutée. Oui, c'est bon. Je l'ai rajoutée hier, notre petite vidéo en une. Vous allez pouvoir découvrir à la fois To Win et 50 Fruity qui est sorti au début du mois. Les deux jeux dans des petites boîtes publiées par Blue Orange pour l'été. Ils sont assez différents l'un de l'autre. To Win, on sera plutôt dans un jeu calme avec des cartes qui sont posées sur la table. 50 Fruity, c'est plutôt du jeu de bluff, très simple, très épuré, mais qui va créer de l'ambiance. Ça marche très très bien en vidéo. Je dis ça pour les créateurs de contenu. Il y en a plein qui se demandent, tiens, qu'est-ce que je passerais comme petit jeu en plus. 50 Fruity, c'est vraiment marrant. Fandard, comme disent les pas jeunes. Ah ouais. En vidéo, parce que forcément on se regarde. Mais non, mais c'est vrai que des fois il y a des jeux. En fait, ça parle, ça, je pense aussi, pour ceux qui cherchent des jeux en particulier. Il y a des jeux qui fonctionnent, que vous adorez, vous avez du plaisir à jouer, peut-être que c'est le cas de To Win, mais on ne ressent pas vraiment ce qui se passe dans la tête des joueurs. C'est une satisfaction, les cartes sont cachées, vous les avez en main, vous les posez sur la table, et vous n'allez pas voir forcément, c'est pas facile à filmer. Mais 50 Fruity, le cœur du jeu, c'est ce qui se passe sur les visages des joueurs. Du coup, ça marche très très bien en vidéo. Je sais plus, je crois que c'est Armic One, je regardais les vidéos qu'il faisait sur ces deux jeux-là, et il nous disait, je préfère To Win. Et il n'avait pas encore joué à 50 Fruity, et je lui répondais, en vidéo, il y en a un qui marche mieux que l'autre, et peut-être que dans ta tête, il y en a un qui est plus agréable que l'autre. En tout cas, voilà, faites votre choix. Et ça veut dire quelque chose sur ces jeux en particulier, comment vous allez y jouer aussi, avec quel groupe. Il y a un jeu qui est plus un jeu d'apéro, il y a un jeu qui est plus un jeu de... C'est une question de moment tasse aussi. De thé. Ouais, c'est ça. Rumi Memo, ça j'ai pas encore joué. Moi j'y ai joué, avec les enfants qui ont exactement l'âge. Oh mais je perds tous mes mots, on va tout mettre à table et tout trier. Je t'en file, ketchup. Donc Rumi Memo, j'y ai joué avec les enfants de l'âge indiqué par le jeu, c'est-à-dire des enfants assez jeunes qui ont vraiment adoré leur partie. En fait, vous allez ranger votre chambre en remettant les choses que vous découvrez
au dos de tuiles face cachée dans les bons endroits de la chambre, le coffre à déguisement, le coffre à petite voiture, l'étagère de livres, etc. Et pour ça, vous allez faire un coup de pichenette sur une piste avec une petite aiguille qui va vous indiquer ce que vous essayez de trouver dans un petit memory qui est devant vous. Et vous allez retourner, si c'est bon, vous posez au bon endroit, si c'est pas bon, vous remettez face cachée et c'est au tour de quelqu'un d'autre. C'est tout simple, mais c'est très mignon. Ça marche parfaitement bien avec les enfants de 4-5 ans. Sur le chat, Plumde nous dit quand on préfère le live, on va sur Twitch. Désolé pour le boulot de montage. Alors, pas du tout désolé parce qu'il n'y a pas de montage en fait sur les matinales. C'est juste du vignettage, c'est tout. Mais en même temps, ça nous permet de classer les choses et de gagner des visiteurs parce que tu gagnes pas trop de nouveaux abonnés sur Twitch. Tu les gagnes plutôt sur YouTube ou sur les réseaux et après ils viennent sur Twitch. Donc c'est pas du boulot perdu du tout, mais je comprends complètement. Damien il nous dit on a mis une belle ambiance sur 50 Fruity. Ouais, c'était vraiment super chouette que tu reviennes tourner des vidéos. C'était un super moment. À chaque fois, je rouspète, mais qu'est-ce qu'il habite loin, Damien On aimerait bien l'avoir régulièrement pour tourner. Je vais continuer sur Rumi Memo, parce que t'es parti à t'as côté. Fait une pause. Bah oui, parce que, bon, voilà. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous dise sur Rumi Memo, c'est que pendant que les enfants jouent, il y a une piste d'avancée des parents qui viennent vérifier que votre chambre est bien rangée. Je sais pas si t'as une image du visuel, donc voilà la petite roue dont je vous parlais, vous avez les différents endroits de la chambre et en bas vous voyez à côté des tuiles un long couloir avec une porte bleue et une porte rouge et le pion parent qui va avancer à chaque fois que vous tombez sur la case parent, sont vos parents qui viennent vérifier que votre chambre est bien rangée. Et ben ça, les enfants ils adorent le faire et ils prennent des petites voix pour dire, alors ils s'interpellent avec leur propre prénom. Ils disent Adèle, j'espère que ta chambre est bien rangée parce que sinon tu vas voir ce qui va se passer. Ouais, et ce petit moment où les enfants ils font la voix des parents, c'est très drôle. D'ailleurs, je pense que les parents vont vite se reconnaître dans les tournures de phrases utilisées. Ah oui, et souvent les enfants singent les expressions de leurs parents. À la lettre, on enchaîne, on va passer plus rapidement sur d'autres jeux, mais tu nous as donné envie de jouer à Rumi Memo. À la lettre, c'est un jeu de lettres de Bruno Feduti. Alors, difficile celui-ci, hein. Ça y est, c'est le revival des jeux de lettres, il n'y en avait plus du tout, et d'un seul coup, on en a plein qui sortent. Celui-ci est signé Bruno Feduti, publié par Don't Panic Games, et vous avez cette fois-ci, alors c'est ce qu'on voit derrière, vous avez un quadrillage, on va tirer des lettres, et on va placer ces lettres dans le quadrillage en essayant de faire des mots en ligne et en colonne, donc forcément, il y a un côté mots croisés, mais complexe, parce qu'il faut que la lettre, elle serve à la fois pour la colonne, pour la ligne. Il y a toute une réflexion qui est compliquée, on voit l'exemple derrière. Le joueur a réussi à écrire koala ici. Est-ce qu'il a réussi à faire d'autres mots? Oui, il a réussi à faire aimer ici, en colonne, série en bas, parfois aérien tout à la fin. Donc, un mot de 6 lettres, ça fait plus de points, c'est cool. Donc, c'est casse-tête parce que vous ne choisissez pas vos lettres, vous essayez vraiment de correspondre aux deux côtés, et puis vous êtes dépendant du tirage au sort. Et il y a un thème que vous pouvez respecter ou non, mais ça vous fait des points bonus. Forcément, alors on va pas comparer parce que j'aime pas trop faire des comparaisons, ça s'adresse, c'est assez inélégant parfois, mais on a Color World qui est sorti, c'est ça, hein, Color World qui est sorti en même temps, on a dit plein de fois que c'était notre jeu de la période, c'est un peu plus fun Color World, je vais pas comparer, mais je vais essayer de les classer, c'est un peu plus fun, celui-ci est un peu plus exigeant, un peu plus non mais c'est Brain complexe. Quand même à la lettre, faut reconnaître, on est sur la catégorie experte du jeu de lettres. Après, c'est plaisant, la catégorie experte du jeu de lettres, mais il faut y aller en sachant que c'est ça. Ah oui, ça s'adresse pas tout à fait aux mêmes joueurs, je pense. Tu vois, il y en a un qui est vraiment plus high level que l'autre. Tilt, un jeu de lettres. Mais ce serait pas le revival des jeux de lettres en ce moment? Si. Celui-ci est signé Antonin Bocara et Romaric Gallonnier, et il s'agit d'une revisite du pendu. On va tirer des cartes, on va essayer de faire deviner, c'est un pendu coopératif, on va essayer de faire deviner un mot à partir des lettres choisies par ses partenaires de jeu. La petite subtilité, c'est que si vous proposez une lettre qui est dans le mot, comme au pendu, vous allez avoir les lettres qui sont bien placées dans le mot et ça va vous aider à trouver le mot. Mais si la lettre n'est pas dans le mot qui est à rechercher, on va vous donner un indice qui commence par cette lettre-là. Voilà, vous avez les choses résumées ici au dos de la boîte. C'est Actarus, l'éditeur. Je vais vérifier parce que... Oui, Actarus Édition, c'est illustré, c'est pas illustré, mais graphismé par Christine Alcouf. Sur ce jeu-là, on n'est pas très loin de l'illustration, mais ce n'était pas vraiment de l'illustration. Ça sort en ce moment et c'est plutôt très chouette. Moi, j'ai bien aimé Tilt. Tasso Banana, j'ai bien aimé aussi. Un jeu d'empilement avec des bananes. Ça sort chez... On va pouvoir y jouer. Moi, j'y ai joué.
On n'a pas eu le temps de faire une vidéo du chalet la semaine dernière, on avait prévu, on a commencé à jouer au jeu, les préparer et tout ça, on n'a pas eu le temps, on va essayer de le faire cette semaine, donc c'est mercredi qu'on va tourner ça, et ça sera diffusé dans la foulée. C'est pas grave, hein, de temps en temps, quand je préfère être sur cette option-là, quand on manque de temps, on l'accepte. Il n'y aura pas des émissions toutes les semaines obligatoirement. Bellevue, petit jeu de cartes chez... Alors il y en a 2 qui sortent chez Gigamic dans la fameuse boîte, les fameuses boîtes Fourreau, Verso et Bellevue. Mon préféré c'est Bellevue. Moi j'ai beaucoup entendu dire chez les gens c'est Verso mon préféré. Donc ça dépend en fait des joueurs. Ici là on va construire des façades un petit peu... Alors, c'est pas Amsterdam, mais moi ça me fait penser à Amsterdam. On a tellement eu de jeux qui s'appellent Amsterdam que celui-ci ne s'appelle pas Amsterdam. Bellevue c'est plutôt en France, c'est ça? Oh, je sais. Maintenant, regarde. Si, regarde sur les bords des canaux d'Amsterdam. Ok. Le titre ne fait pas trop penser à la Hollande. Moi, j'ai bien aimé les 2, mais effectivement, je crois que je préfère Verso. Mais vraiment, les 2 sont très plaisants. Et puis Verso, donc c'est le 2e petit jeu qui sort dans les boîtes Fourreau de Gigamic. Je me souviens plus des règles, moi. Tu serais capable de les citer comme ça très rapidement? Oui, dans Verso, vous avez 2 piles de cartes devant vous et vous allez piocher une carte. Vous la regardez, vous décidez si vous conservez ce côté que vous voyez ou si vous la flippez de l'autre côté. Vous la posez devant vous, ça va vous créer un tableau. Vous allez scorer quand vous avez des suites de chiffres de la même couleur. Mais il faut faire attention à ce que vous laissez aux autres et à ce que vous prenez pour vous-même. Dans Tasso Banana, on demande s'il y a un lien avec K3 de Philippe Proulx. Alors, je pense pas qu'il y a un lien, par contre, c'est le même auteur. Oui. Ouais. Il y a Philippe Proulx. Il n'est pas tout seul, il y a Junji Choi, que j'ai sans doute très mal prononcé, qui fait partie aussi du casting de ce jeu. C'est Plate, l'éditeur d'origine. Mais je ne crois pas du tout que ça soit la même mécanique, parce que... Non, même, je suis sûr, à 100% que c'est pas du tout la même mécanique. Ensuite, on passe rapidement sur les 3 jeux Funko, mais vous voyez qu'on est sur des 4 jeux. C'est le 4e. Paname. Et c'est aussi un Funko, celui-ci. On est sur des... C'est aussi adapté d'un film? Alors, je ne sais pas si c'est adapté d'un film, mais quand on voit ça, on penserait fort à Arrête-moi si tu peux. Peut-être que je me trompe. Oui, il aurait le titre du film, non? L'âge d'or du voyage aérien. Oh, ça n'a pas l'air... Enfin, peut-être je me trompe, j'en sais rien, mais je n'ai pas l'impression que ça soit adapté spécialement d'un film pour celui-ci. Probablement pas adapté. Donc 4 jeux de l'éditeur Funko et 3 sur des univers pop. Ça tombe bien pour cette émission, puisqu'il y a E.T. extraterrestre, les Goonies. C'est pas la première boîte sur les Goonies, il me semble. J'ai déjà vu passer des jeux en tout cas. Et Retour vers le futur. Vous avez donc l'embarras du choix concernant le film que vous avez envie de voir. J'avoue, je ne me suis pas plongé sur ces jeux en particulier. La bonne question, c'est quelle est des 3 votre franchise doudou? Est-ce que c'est Retour vers le futur? Est-ce que c'est les Goonies? Ou est-ce que c'est E.T.? La question, je la trouve dure. Ah ouais. Moi, c'est pas Retour vers le futur, mais entre les 2 autres, c'est difficile de, tu vois, de jouer, choisir. Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi le côté interprétation. Quand tu joues à un jeu de société, tu as envie d'être... mais les Goonies, hey, comment tu l'interprètes? Super bien, je pense. Mais peut-être, mais tu vois, E.T., j'aime bien le moment où ce film est sorti, tout ce que cela évoque dans le cinéma. Il y a quelque chose de fort autour de ce film. Mais les trouvailles aussi de réalisation. Ouais. Mais à jouer, je ne sais pas si c'est pas Retour vers le futur qui m'amuserait le plus dans l'univers. Goonies, est-ce que je vais jouer à être un Goonies? J'en sais rien, je me rends pas trop compte. Ah ouais, vraiment? Mais c'est rien, Goonies, t'as pas de... c'est des personnes, c'est tout? Bah ouais, mais justement... Tu joues Choco. Bon, voilà, vous avez l'embarras du choix, on ne s'est pas attardé sur ces jeux en particulier. Je ne sais pas du tout quelle est la mécanique. J'avoue que les jeux à licence en général, je fonce pas dessus pour découvrir la mécanique. Et des fois, il y a des très bonnes surprises. Oui, une carte, ouais. Il y a un bateau pirate au milieu, ouais, sans doute. C'est peut-être très chouette. Ensuite, voilà, quelques autres jeux qui sortent également. On va passer rapidement dessus parce que je les connais pas. Darkest Doom. Annette, si t'as jamais vu les Goonies, tu peux quand même essayer au moins de le voir. C'est chouette. Le film, je pense qu'il a vieilli. Zombicide White Death. Sky Tier Horde, c'est une extension campagne à standalone, je crois, Forimix, la 3e extension exploration. Ça, il paraît que les boutiques râlaient parce qu'il était disponible d'abord chez Leclerc. Ah ouais. Nous a-t-on dit. Et ça, il faut absolument récupérer cette extension. Ben, on sait qu'on n'a pas encore joué les précédentes. Si. Peut-être... Ah bon? Moi, j'y ai joué. Et sans moi. Voilà, oui, et je crois que j'ai joué avec Rachel en plus. La course à l'étoile, j'ai loupé ce jeu au moment de sa sortie. Je ne sais pas quand il est sorti précisément, mais je l'ai rajouté dans la liste de cette semaine. J'ai commencé à ranger mes mails. J'ai vu un mail de l'éditeur qui nous signalait la sortie du jeu, auquel je n'ai pas répondu, mais j'avais 1000 mails en retard. J'en ai enlevé la moitié déjà. Je suis content. J'en loupe, ça me désole à chaque fois, mais j'arrive pas à tout faire.
Et donc, voilà, c'est un jeu sur l'univers de la restauration, pas la période historique, hein, et c'est un petit jeu, c'est distribué par Abbey Games. Les Restos Curieux, l'éditeur, c'est Antoine Vérin, l'auteur. Je n'ai pas joué forcément, mais bon, je suis curieux de le découvrir du coup. La course à l'étoile. Je n'en dis pas plus, j'en sais pas plus. Sengoku, rien à voir avec... Je sais pas le mot. Avec, je voulais faire une blague, mais j'ai raté ma blague. Dragon Ball. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est vieux. Le retour de... Province en guerre. Ça sort, paraît-il, également cette semaine. Voilà, on ne le connaît pas. Il y a un plateau, des cartes. C'est tout ce qu'on peut vous en dire. Voilà pour les jeux de société. Vous voyez qu'il y a beaucoup trop de jeux pour qu'on les connaisse tous, pour qu'on s'attarde sur chacun d'entre eux. Quels sont ceux que vous conseillez plus particulièrement? Et pour l'instant, alors c'est pas la plus grosse semaine. Peut-être Tilt, celui auquel j'ai le plus envie de jouer. Je ferais bien un petit Bellevue. Je jouerais bien un forêt mixte. Bah oui, mais bon. J'ai pas fait les précédentes déjà. J'ai aussi prévu de rejouer à Verso, à Bellevue aussi, et à la lettre aussi, pour essayer de m'améliorer, parce que ma première partie, elle n'a pas été incroyable. C'est pas évident de se mettre dans le système du jeu, mais il fait envie. C'était pas toi, Rachel Foramix, je ne sais plus avec qui j'ai joué, mais je suis sûre d'avoir joué aux dernières extensions. Nénian, je dis que ça vieillit. Hein. Je sais pas si tu l'as peut-être cité. En fait, c'est cette histoire de création, de groupe d'enfants avec chacun ses personnalités. Moi, ça m'avait vraiment plu. Et surtout, c'est dans un peu une lignée. Si tu aimes Stranger Things, il faut que tu saches que beaucoup de choses viennent de là. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on a envie de voir, juste pour le côté culturel. Rachel dit que c'est très chouette Sengoku. Alors c'est un autre en plus à regarder plus particulièrement. Auparavant, quand on me disait un jeu est très chouette, j'essayais de ne pas passer à côté. Aujourd'hui, ça devient compliqué. On fait des choix aussi en fonction de ce qu'on a. Et si on a une liste d'achats, forcément, on achète pas mal de jeux, mais on essaye de se limiter quand même. Donc, je vais attendre 2-3 personnes qui nous disent « Ah, c'est très chouette !» et peut-être on le prendra un peu trop tard pour en parler au moment de la sortie, forcément, mais bon. Plexi demande si c'est une réédition de Rumble Nation. Je me sens largué, je ne connais pas tout ça. C'est pas bien pour un spécialiste du jeu de société. Ah oui, une jolie refonte du fameux Rumble Nation. C'est fou quand les gens qui nous suivent connaissent mieux que nous les sujets sur lesquels on est censé être expert. Les séries, les films. Alors, toi, tu as regardé plein de trucs. Alors, j'ai regardé plein de trucs, mais c'est pas la semaine où il y a le plus de choses qui m'ont attiré. Je vous ai gardé deux séries qui arrivent là tout prochainement. D'abord Mobland sur Paramount+, et là, carrément, on est sur du high level d'attente. Ah bon ? Ouais. C'est une série de Guy Ritchie avec Pierce Brosnan, avec la fabuleuse Hélène Mirren, et on est sur une histoire de gangster, avec une histoire familiale de gangster. J'ai l'impression que Pierce Brosnan a un accent à couper au couteau là-dedans. Je mets la bande-annonce, mais je la flouterai peut-être sur le replay. Parce que et vraiment, je crois que YouTube détecte. Le rythme, les acteurs, le thème, moi j'ai vraiment que envie de regarder. Ok, Paramount+, c'est cette semaine donc que ça sort, et on sait ce que Hélène va regarder. On sait aussi à quel public ça s'adresse, tu vois. Si vous n'aimez pas les films sur la mafia, c'est pas pour vous. Si vous n'aimez pas les séries, où il y a énormément d'action, c'est pas pour vous. Et si vous n'aimez pas les acteurs qui jouent merveilleusement bien comme Hélène Mirren, c'est pas pour vous non plus. Ah bon ? Non, mais Hélène Mirren, elle est fantastique, c'est incroyable cette actrice, comme elle joue bien. Moi, quand je serai grande, je veux être Hélène Mirren. Tu vas jouer ? Tu as des trucs, toi ? Non, mais je veux dire, elle est pas toute jeune, elle est formidable. D'accord. Vraiment, vraiment formidable. Énergique, elle joue super bien, c'est un plaisir à chaque fois. Si on te proposait de jouer dans un film, est-ce que tu accepterais ? Je veux dire, je serais nulle. C'est improbable. Non, mais personne ne ferait ça parce que c'est une question qu'on se pose des fois. Je serais nulle, je pense. Si vraiment on nous invitait nulle. à chanter, est-ce qu'on monterait sur scène ? Est-ce que si on nous proposait de jouer dans un film, c'est un rapport à soi-même. C'est-à-dire, c'est pas pour faire le film. La question, c'est est-ce qu'on en serait capable ? J'en aurais pas envie, non plus. Pas envie. Moi, déjà, ça répond beaucoup, je pense, à la question.
moi, je n'ai pas forcément envie, j'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit de ce type-là, mais il y a toujours cette question de est-ce que je serais capable de faire ce genre de choses, tu vois, c'est cette question-là, j'aimerais bien avoir la réponse de est-ce qu'on est capable de jouer, est-ce qu'on est capable de ne pas être grotesque quand on interprète quelque chose. Je ne vais pas faire la démarche d'essayer, parce que c'est pas dur, hein, il y a moyen de faire du théâtre et puis de regarder comment on se comporte sur une scène. Mais on est curieux de se connaître un peu mieux, on ne se connaît jamais complètement. Ah ouais, mais moi je me connais très bien, je suis sûre que je détesterais ça. Ouais. Ah, moi je suis sûr que je détesterais pas, ça c'est certain, mais entre aimer ou pas et être bon, c'est pas la même chose. Le deuxième que tu as sélectionné. Alors je vois qu'il est resté une petite coche d'un copier-coller précédent parce que c'est absolument pas un récit d'initiation moderne. Ah, Ce trailer vous montre ce que c'est que Department Q sur Netflix et là on est sur c'est l'histoire de ce personnage. Ce personnage, il fait partie des services criminels et on lui donne la tête d'un département qui est consacré au cold case. L'intérêt du film, c'est exactement ça, c'est ce personnage et son passé trouble. Il a eu des traumatismes dans sa vie et il va devoir gérer ce nouveau poste. Et c'est aussi la recherche des cold cases en question. C'est adapté d'une série de livres qui apparemment tu peux descendre parce que là je connaissais pas du tout moi remonter je vous laisse quoi. Là. Qui est apparemment extrêmement célèbre puisque adaptation de la saga qui s'appelle Département V écrite par Jussi Alder Olsen, vendue à 28 millions d'exemplaires, je pense qu'on est sur un best-seller hein. Et surtout, et c'est pour ça que j'ai gardé la série, c'est ça qui m'intrigue, la série elle est réalisée par le scénariste et réalisateur du Jeu de la Reine. Le Jeu de la Reine, t'avais adoré. On sent qu'il y a une ambiance incroyable regarder, toi. tout autour de cet inspecteur Karl Mork. Et donc, on a envie de voir au moins de quoi il s'agit. T'as une blague en cours, t'as le sourire de la connerie là. Ah non, c'est pas du tout le sourire de la connerie, c'est, je pense que vous l'avez aussi, ce genre de temps en temps, j'aime bien une série, j'adore ça, j'ai envie qu'on la regarde à deux, et puis non, mais ça c'est ton truc, ça m'intéresse pas. Et en fait, il faut respecter ça, on n'est pas tous pareils, et notamment dans un couple, même s'il y en a un qui a envie de montrer quelque chose à l'autre, à partager, ça marche dans les deux sens. Je pense qu'il y a des choses que t'aimes beaucoup et que j'ai pas forcément envie de regarder, et ça doit te décevoir des fois de dire non, mais juste par principe, je veux pas regarder. Là, j'ai envie de pas être la même personne que toi et de pas tout partager, donc t'as pas voulu regarder le Jeu de la Reine. Je suis resté tout seul avec ma série. Puis de temps en temps, j'arrive à te convaincre. En général, t'aimes bien quand j'arrive à te convaincre sur certains trucs. Parce qu'il y a d'autres séries comme, je crois que c'était Dexter, par exemple. J'avais regardé, je me suis dit, allez, on start-up, parce que j'aimerais bien que tu regardes. Et moi, j'ai juste vu la saison 1 et le début de la 2. Et toi, t'as regardé les 14 autres. Je sais pas combien on en est. Parce qu'en général, je lâche plus vite que toi aussi. Alors, les séries que tu as vues plus que moi, parce que j'ai suivi d'un œil, là, en l'occurrence. Alors, j'ai surtout regardé... Alors, juste avant, je vois qu'il y a Big Mich qui est sur le chat aussi, qui revient du Festival de Cannes. Et là aussi, je regrette qu'il ne soit pas avec nous, parce que j'aurais adoré qu'il soit derrière le micro pour nous raconter comment il a vécu ce festival ce matin. Il a passé la semaine à Cannes, incroyable, à regarder tous les films qu'il voulait. Parce que nous, on a une frustration sur Cannes, je ne vous cache pas, que pendant une période... on suivait avec intérêt Nulle part ailleurs, notamment quand ils étaient sur la Croisette, et on savait pas ce qui se passait exactement, mais on avait une connaissance des films, des montées des marches. On ne voyait pas les films, donc c'était un peu absurde. C'est un truc qui est difficile à suivre quand même. Quand tu suis Roland Garros, tu vois les matchs de tennis. Cette année-là, il y a quand même pas mal de films qui sont des sorties qui sont très proches de la diffusion à Cannes. Ouais, d'accord, mais bon. Et on regarde toujours la cérémonie de clôture, on regarde, c'est lui qui a eu le prix, mais en fait on connaît rien. Et tu me demandes, mais alors c'est qui pour les interprètes ? Des gens que je connais pas, sur des films que je connais pas, quoi, c'est compliqué. Et il y a cette frustration d'un événement absolument majeur, mais dans lequel on ne peut rien savoir de ce qui s'est passé réellement. Et il y a des personnes qui savent ce qui s'est passé réellement, puisque Guillaume était donc sur place, 32 films en 6 jours. Très chic d'ailleurs, c'était magnifique, Guillaume. J'ai regardé toutes les photos, j'ai regardé tout ce qu'il avait publié. En fait, sur son Facebook, ça permettait de suivre un peu ses aventures à Cannes. Ouais, tu vois, on aimerait bien avoir ce retour-là. Alors, il m'a marqué hier qu'il était crevé de chez crevé. Mais tu m'étonnes, regarde 32 films en 6 jours. Moi, j'aurais mal au crâne de fou après ça. On a trop de talent dans l'entourage d'un monde de jeu, en fait, entre les spécialistes du ciné, toutes ces personnes avec qui on a envie de bosser et qui savent plein de choses. Chouette équipe, c'est dommage qu'on ne soit pas tous millionnaires pour être à temps plein sur un monde de jeu. C'est vrai. Alors, plusieurs séries, pardon, je t'ai coupé, mais c'était essentiel. Non, pas du tout, mais peut-être que Guillaume, tu peux nous mettre le film que tu as le plus plu. Voilà, c'est ça. Sentimental Value.
de Joachim Trier. C'est pas le film qui a remporté la Palme d'Or, mais c'est la Palme de Guillaume. Mais j'ai aussi entendu ça ailleurs, que c'était Il a eu vraiment un prix incroyable. ou pas du tout celui-ci? J'ai déjà pas retenu à quel point on retient pas les choses vu qu'on n'a pas vu les films, nous. Donc, tu as regardé combien de séries? 3? Waouh! Et un film? 3 séries. Alors le Ça film... bosse, hein. Alors, le film, ça. c'est Guy Ritchie aussi, non? C'est pas ça? Oui, je crois. Donc, le film, c'est Fountain of Youth. C'est avec Nathalie Portman. Forcément, on a jeté un petit coup d'œil. Et on n'a pas fini, hein, je crois. Oh là, j'ai laissé tomber. Ouais. Moi, franchement... Alors, peut-être ça vous plaira, Fountain of Youth. Peut-être vous aimez Nathalie Portman. Peut-être que ça vous dit de regarder. Le film, c'est une sorte d'Indiana Jones moderne. Mais il y a un truc, moi, chez les personnages, les 2 personnages m'ont déplu. En fait, il n'y a pas ce charisme d'Harrison Ford. Il y a chez ce personnage qui joue le pilleur de tombes, en fait. Je trouve zéro charisme et une espèce d'humour assez pénible. Ok. Et chez Nathalie Portman, no face, no expression, no talent d'actrice, en fait, pardon, mais c'était vraiment pas bien. J'ai juste dormi. Ok, donc on passe. J'ai laissé tomber. Duster, c'est toujours chouette, mais c'est pas fini. Motorhead. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière, c'est la série avec Josh Holloway. Josh Holloway, je cherchais son nom. Duster, c'est plutôt la série chouette, de J.J. Abrams, ça fait vraiment. Moi, j'ai vraiment bien aimé, envie, j'ai envie de voir la suite, celle-ci. Moi aussi. Motorhead, c'est une série, c'est une teen série, hein, on va dire quand même, Ouais, avec des grosses voitures. Donc autant vous dire que je suis vraiment pas le public et. Ah mais non, John suivi. Krasinski, il est pas mignon, arrête. Oh là là, j'ai ça vraiment là, pas. Je suis hors conversation. Princesse Sarah qui dit j'ai vu Fountain of Youth hier, le seul intérêt c'est que John Krasinski est mignon. Même pas. Voilà. Je suis pas gentille avec ce Intéressant. film. Motorheads, c'est une teen série. Voilà, Josh Holloway, c'est un petit peu mieux, je suis d'accord. C'est une teen série dans l'univers de la course automobile entre adolescents, avec des sessions dans les garages où on répare les vieilles voitures. C'est a priori pas du tout ma cam parce que c'est pour les ados et des histoires de voitures. T'as toujours regardé des séries d'ados. Et c'était bien, j'ai tout regardé jusqu'au bout. Mais oui, j'avais aucun doute sur le fait que tu regardais. C'est pas du tout ma cam. Quelle menteuse! Non, c'est vrai. Mais t'adores les séries d'ados de manière générale. Ouais, mais alors là, sur la réparation les mains dans le cambouis, peut-être pas quand même. Moi, c'est moins ma cam. Ouais. Et pourtant, c'était très bien. C'est efficace, quoi. En tout cas, c'est clairement le moment où j'ai zappé Fountain of Youth pour me dire je veux finir Motorhead parce que vraiment c'est mieux. Voilà où on en est. Elle bosse pour cette émission indépendamment, tu la perds parce qu'elle va regarder une série entière en 2 jours. Et bon, voilà. C'est pas vrai. Est-ce que c'est pas la belle vie avant de nuit quand même, parce que le reste du temps, je travaille. Hein. Ouais, t'as regardé la série entière. T'as réussi à la caser. Sirens, c'était étrange. J'ai regardé la mini-série Netflix avec Kevin Bacon et puis Julianne Moore. J'ai regardé en entier, je finis hier soir, en me disant jusqu'au bout que c'était mystérieux et volontairement non résolu. En fait, ça te pose plein de pistes de compréhension. Tu as plusieurs possibilités de liens entre les choses. Il n'y a rien qui est validé jamais. Et ça te laisse déduire par toi-même. Ça me fait penser à Verhoeven. Ça n'a rien à voir dans la réalisation, mais quand tu regardes un film de Verhoeven, tu sais que la fin, elle est à ta propre compréhension. C'est à toi de relier les fils entre eux. Il ne donnera jamais la validation d'une résolution de l'intrigue. On est là-dessus sur Sirens. Moi, j'ai regardé vraiment pour Kevin Bacon, que j'ai trouvé très bon dans le film, dans la mini-série. Voilà, moi j'ai rien regardé cette semaine. J'ai entrevu les épisodes de Duster, celui que tu as vu donc, et puis les autres, je me suis mis au boulot plutôt, de temps en temps jeter un petit coup d'œil, pas attiré plus que ça. Au cinéma, on n'y a pas été, on n'ira sans doute pas cette semaine, c'est trop chargé, mais celui qui t'intéresse le plus, c'est The Phoenician. Ouais, The Phoenician. Scheme, on dit. Shame. Je sais pas comment on dit en anglais la prononciation de ce mot-là. Je connais aucune prononciation en anglais de toute façon, mais bon. Parce que ça a l'air chouette. Guillaume, tu l'as vu, je pense.
Guillaume saura plus te dire que Et après, nous, si c'est chouette ou pas. Alors, quelques ah oui, films. déçu. Alors après, ça fait... C'est le Wes Anderson, effectivement, je cherchais son nom. Alors je sais pas si le film tient les promesses posées par la bande-annonce, mais la bande-annonce, clairement, elle fait envie sur le Wes Anderson. Ensuite, il y a quelques trucs sympas. Rachel dit qu'elle a envie d'aller voir Hot Milk, et ben moi aussi, ça m'intrigue, cette histoire de jeune fille qui est au service de sa mère handicapée. Vraiment, elle est dévouée à la maman qui abuse, on a l'impression vraiment de cette emprise affective, et elles vont toutes les deux en vacances. Et là, la jeune femme tombe sous le charme d'une autre jeune femme, et ça va débloquer des choses, et on comprend qu'elle va se rebeller. Scheme, nous dit Fanette, pour The Phoenician, Scheme. Voilà, quelques films qui sortent. Moi, évidemment, c'est Peppa Pig rencontre le bébé qui me tente le plus. T'as vraiment mis ça dans la liste des films que t'as envie de voir? Parce que si j'avais un enfant, je l'emmènerais. Oh non, pas Peppa Pig. Bah si, parce que vraiment, c'est fait pour des petits, c'est des tout petits... Ah oui, ça je confirme, ouais. C'est des tout petits épisodes à la suite avec des... Enfin, quand tu regardes la bande-annonce, tu te dis, bah oui, c'est pour les enfants, quoi. Mais ça faisait envie. Au-dessus, il y avait aussi à côté l'ultime braquage. Je vous en dis 2 mots. J'ai l'impression que c'est des explosions et de l'action premier degré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est pour les fans de films d'action. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas... J'aime pas ça. Que c'est plat. Même les séquences de films d'action, des fois, j'aime pas trop. Même quand elles sont utiles dans un film, je m'ennuie parfois. Oui, effectivement, c'est avec Reda Kateb. Il a l'air de jouer très bien, mais on n'est pas sur un truc qui a de l'humour, on n'est pas sur un truc avec du second degré. La bande-annonce, en tout cas, ne le montre pas, si c'est le cas dans le film. On a vraiment l'impression que c'est full action. Voilà, on a une analyse des bandes annonces. Hein, donc et aussi de tous les articles que tu lis pour préparer. Oui, parce que le cinéma est très bien fait pour ça. C'est peut-être l'un des médiums qui génère le plus l'attente grâce aux bandes annonces, mais grâce aussi à toutes les interviews avant la sortie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup encore à apprendre sur le cinéma. Il y a beaucoup à apprendre du cinéma dans la façon de préparer l'attente. Dans le jeu de société, on anticipe assez peu les attentes en général, et c'est un peu dommage. Matt Totoro qui nous dit: on devrait aller voir Peppa Pig avec notre fils de 18 ans. Je suis pas sûr. Donc voilà, pour les films qui sortent au cinéma, je m'attarde pas plus. Monsieur Constant, c'est très sympa, mais c'est dans très peu de salles. C'est rigolo, c'est un film avec Daniel Evenou, je savais pas qu'elle tournait encore. C'est l'histoire d'un... Je savais pas qu'elle tournait. C'est l'histoire d'un grand-père qui ne se remet pas de la perte de sa femme, et son fils va lui... sa femme qui était danseuse ballerine en Russie, et son fils va lui laisser sa petite fille qu'il n'a jamais vue pour quelques jours de vacances. Ça va remuer des choses et ça va le pousser à faire un voyage jusqu'en Russie. Ça a l'air vraiment émouvant, ça a l'air beau comme film. On voit que ça va pas être beaucoup distribué. Sur Allociné, on voit le nombre de salles dans lesquelles c'est diffusé. Pour l'instant, après ça peut évoluer. Et on voit que c'est pas tant en fait. Vous avez les bandes annonces si vous allez sur le site unmondedejeux.fr et que vous cherchez l'article. Il n'est pas encore en ligne, mais dès la matinale, vous pouvez le trouver en tapant la date du jour dans l'outil de recherche. Ensuite, on va terminer par les bandes dessinées. On aura été rapide et efficace ce matin. Et en même temps, c'est une semaine, on reçoit du monde, donc il faut qu'on soit rapide et efficace. Les bandes dessinées qui sortent, on vous en a sélectionné 6 seulement cette semaine. 6. Et je ne sais pas si on va en acheter spécialement. Là, on se calme un petit peu sur les achats. Il y a peut-être des choses qui sont très chouettes, mais encore une fois, la bande dessinée, c'est dur d'avoir des avis simplement. Le petit titre en dessous. Oui, j'ai laissé Little England, mais c'est pas celui-ci que j'ai mis, c'est Fastnet 1979. Finalement, on a changé. Il faudrait qu'on ait un petit peu de modification à faire sur cet article. Est-ce que l'un de nous va y penser après? La première bande dessinée, c'est un collectif de Léa Bordier. Elle tient un podcast et elle a fait un album avec un collectif d'illustrateurs. C'est publié aux éditions Delcourt et ça a réuni 10 témoignages de femmes illustrés par 10 artistes différents sur leur rapport sur l'amour. On peut feuilleter un peu sur le site des éditions Delcourt et c'est sympa. Je ferme des fenêtres, pardon. Hop, trop de fenêtres ouvertes.
Voilà, sur le site, comme d'habitude, vous pouvez regarder quelques pages. Ça me donne envie de le découvrir. Vous voyez juste la première histoire, Anouk. Ça ne me suffit pas pour me plonger directement dans l'album. On voit un style particulier. J'imagine que les autres sont assez différents. Les collectifs, en général, ça aussi entre l'exercice de style, parce que forcément, tu compares un peu ce qui se passe à droite à gauche et tu finis toujours en fermant l'ouvrage par dire mon préféré, c'était celui-ci, il dit celui-ci en particulier. Ça peut être génial, comme ça peut être dispensable en fonction des histoires. Après, moi, le fait que ce soit édité chez Delcourt, je trouve que c'est rassurant. Tu sais qu'ils n'ont pas publié juste pour... Oui, bien sûr. C'est un éditeur que j'aime bien. C'est qualitatif, ouais. Vu que c'est mon éditeur. Enfin, c'est mon éditeur, mais est-ce que jusqu'à combien de temps tu as le droit de dire que c'est ton éditeur après que ne plus avoir fait de bouquin? Tu reçois encore des relevés de faut que droits. Alors c'est ton éditeur. Ok. Ça passe par le pognon. Là, j'ai une facture, je ne parle pas d'argent, c'est pas la question, mais je dois leur envoyer une facture de 500 € pour les 6 mois, je pense. Ouais. Je crois que ça doit être ça. Pour un bouquin que j'ai fait il y a 10 ans, en fait, ça commence à boire plus. C'est toujours ton éditeur? Non, plus que ça, 20 ans, je crois. C'était 2006, ouais, bientôt 20 ans, le premier bouquin. Tu te dis, c'est pas dans le jeu de société, je pense qu'un jeu de société pourrait tenir 20 ans comme ça et continuer à rapporter quelques revenus. C'est pas grand-chose, hein, ça ne te fait pas un mois de salaire du tout. D'autant que c'est du brut de brut, mais c'est du super brut, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais par contre, le rapport entre la BD et le jeu, des fois, tu sais, je me pose la question, qu'est-ce qui vaut plus le coup de faire? Ça dépend du succès, en réalité, c'est ça la réponse. Les Gorilles du Général, c'est signé par Xavier d'Horizon et Julien Tello à l'illustration, c'est publié par Casterman, et on revient dans une grande histoire historique, mais avec Xavier d'Horizon. Au scénario, vous savez que vous avez un vrai récit, une vraie imagination sur ce qui s'est passé aussi, parce que c'est pas que des faits réels, on est basé sur des faits réels, mais on nous raconte une histoire autour de ceux qui sont là pour protéger le général de Gaulle dans une période où il était assez inquiété, forcément, parce qu'il est venu pour régler aussi l'affaire, la gestion de l'Algérie à cette époque-là, qui était encore une colonie française. Ça m'a l'air chouette, hein, en fait, cet album-là me donne envie. Le thème, c'est clairement le général de Gaulle et la décolonisation. Non, mais et puis je crois que c'est surtout les 4 personnes qui étaient là chargées de le protéger, les interactions entre eux, et puis il y a un côté aventure dans les histoires d'Horizon qui est toujours passionnante en elle-même, avec un fond historique. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi, et je dois dire pourtant que je suis pas très fan de l'illustration. Oui. Alors, le thème m'intéresse plus que l'illustration. Il y a plusieurs types de bandes dessinées. Parfois, tu achètes une bande dessinée parce que tu sens que ça va être un récit qui va t'apporter quelque chose, t'emmener plus loin, t'emmener ailleurs, et tu as envie aussi de te plonger dans l'univers d'un auteur en particulier. Et puis des fois, il y a cette envie de grand spectacle, tu sais, un petit peu comme au cinéma, comme quand on regarderait un film d'action par rapport à un film personnel. Il y a différentes bandes dessinées aussi. Moi, j'avoue que je peux être client de toutes. Il y en a certaines, je peux me plonger dans un manga en cherchant quelque chose de complètement différent de si je vais lire un album de Larsenet ou un Trondheim. C'est pas du tout la même vision de la bande dessinée. C'est un médium quand même qui est pluriel aussi. Heureusement qu'il n'y a pas que du Astérix en bande dessinée. Le Fastnet 1979 par Stéphane Melchior et Renaud Garetta, c'est chez Delcourt. Je ne connaissais pas, moi j'aime bien apprendre des choses aussi quand je fais cette rubrique, quand je prépare cette rubrique-là, indépendamment des ouvrages en eux-mêmes. Je n'ai pas été emballé plus que ça par les graphismes que j'avais vus de cette histoire-là, mais je ne connaissais pas cette histoire. C'est une course de Fastnet qui a lieu dans la Manche, si je ne me trompe pas, parce que j'ai bien compris l'endroit, je ne suis pas sûr. Là, je ne le vois pas écrit, donc je ne pourrais pas le vérifier, mais en tout cas, c'est une course de bateau. Et qui en 79 a rencontré un drame, et il y a eu une tempête absolument incroyable. Je crois qu'il y a eu 15 morts, c'est marqué là, 15 morts sur les 139 personnes qui ont été secourues. Il y a eu énormément de bateaux qui ont chaviré, et donc ça nous raconte cette histoire-là, un moment épique et intense dans l'histoire des courses en bateau. Je ne connais pas l'histoire, donc naturellement, tu vois, juste pour le documentaire, j'aurais envie de découvrir ce dont il s'agit, ce qu'on nous raconte, ce qui s'est passé réellement. Le dessin, lui, ne m'attire pas spécialement, mais ça, c'est une affaire de goût, sans doute personnelle. Mais malgré tout, c'est quand même très présent le dessin dans une bande dessinée, donc ça fait partie des éléments qui peuvent nous convaincre directement à l'achat ou pas. Donc là, je ne pense pas que je vais l'acheter, mais j'aurais bien aimé en savoir davantage là-dessus.
Et là, tu vois, en bande dessinée, on peut dire, moi, j'aime bien faire cette rubrique-là aussi par rapport à la rubrique sur les jeux de société, c'est que souvent dans les jeux de société, on a une tendance à être juge, qui moi me saoule un peu parfois. Je dois reconnaître que l'avis de chacun avec ses goûts personnels, bah, c'est intéressant, tout est construit sur nos avis, mais en même temps, il y a ce côté juge, ce côté couperet que je trouve un peu exagéré. On finit par noter les choses. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de noter une bande dessinée, par exemple, et on peut se permettre de dire, bon, je ne suis pas très attiré par ce graphisme-là, sans que ça soit une note rédhibitoire, puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Ouais. Je trouve que c'est rafraîchissant, en fait, de parfois comparer notre approche des choses en fonction des différents médiums. Les cosmonautes, c'est celle qui t'a attiré le plus, tu m'as dit ? Mais en tout cas, ça me disait bien. Moi, je suis toujours tentée d'aller découvrir ce qui se passe aussi en album jeunesse et en BD jeunesse. Et celle-ci est chouette. C'est une histoire d'enfants qui décident, un groupe d'enfants qui décide de construire une fusée. Mais il y a un petit peu, il y a un peu d'émotion dans l'histoire, puisqu'il y a un des enfants qui est malade. Là, vous avez un petit préambule d'un cosmonaute, vraiment. Et vraiment, c'était... réserviste. Regarde, c'est chouette. Alors, les illustrations sont très jolies, effectivement. On est dans le livre pour enfants, on en achète peu, nous, de notre côté, aujourd'hui. L'histoire a l'air super bien. Ouais. Quand tu lis le petit pitch, tu te dis, oui, j'ai vraiment envie de lire ça. Ces deux garçons, ils sont tous les deux un peu amoureux de la même petite fille. Il y en a un qui vient dans l'équipe pour s'intégrer un petit peu, pour pas être tout seul, puis il se rend compte que l'autre enfant, il est malade et ça va pas bien finir pour lui probablement. On n'en sait pas plus, mais on sent que c'est pas une petite maladie dans le pitch de départ. Il est atteint d'une maladie évolutive et que ce voyage qu'il prépare est une course contre la montre. Ensemble, les enfants vont défier les lois de la gravité et celles de la vie. Voilà pour le pitch. Tu vois, en le relisant le pitch et en re-regardant en refeuilletant comme hier, je me dis vraiment, oui, j'ai vraiment envie de la lire, celle-ci de BD, elle est chouette. Continuons avec les maladies, puisque Blanche est une bande dessinée sur le sida. Pardon, c'est le thème de la BD, je ne peux pas faire autrement. Je lis Simon sur le chat qui nous dit « Je suis d'accord avec toi Martin, déjà, commencez toujours vos phrases comme ça. Ça me plaît, ça me rassure. De mon côté, je fais tout pour ne pas devenir expert BD et essayer de juste prendre ce qui me parle sans chercher celle qu'il faut, celle qui buzz. » Oui, mais je pense qu'il y a plein de choses à analyser. Entre notre gestion de la BD et notre gestion du jeu de société, et je ne suis pas là pour donner des leçons du tout, mais ça permet aussi parfois de se recentrer sur ce qu'on fait soi-même. Traquer dans l'espace, non. Tu vois, je suis de votre avis et en même temps non. Parce qu'en moi fait, aussi, je suis sur mon avis en même temps non. Tu sais. En fait, je suis d'accord avec vous que c'est super de se laisser emporter par une BD juste parce qu'elle nous plaît et qu'on n'est pas influencé par ce qu'on en a entendu ou l'avis de quelqu'un d'autre ou le fait que c'est la BD du moment, celle qui a eu un prix ou quelque chose comme ça. Mais je nuance parce que je me rends compte que dans les livres, j'aime bien lire le livre qui a fait l'actu. Oui, tu vois, cinéma, ou qui a eu juste pour rester dans l'air du temps, pour avoir un pied dans ce qui va rester plus tard. Par exemple, quand le Da Vinci Code a fait autant de bruit, je l'ai lu. Quand Twilight a fait autant de bruit, je l'ai lu. Enfin, tu vois, j'essaye toujours d'avoir lu la chose dont tout le monde a parlé. Mais ça, c'est le goût de l'actualité. Et en même temps, même si je sais que peut-être ça me plaira pas. Tu vois, juste je le lis pour être je sais pas, certains Goncourt, peut-être pas tous, mais il y en a certains où je me dis, allez, ça, je le lis quand même parce que juste, c'était important cette année. Donc, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, j'aime bien lire aussi c'est bête, mais ce que tout le monde a lu. Sans me dire que forcément ça me plaira, mais juste pour rester dans l'espèce de culture populaire, pour qu'elle se construise pas sans moi, quoi, en gros. On enchaîne avec Blanche de Maël Réa, donc c'est une bande dessinée sur tout le parcours d'une femme de 1966 à 2023 touchée par le sida, dans une bande dessinée un peu intimiste, avec ce format de roman graphique qui se prête particulièrement au témoignage. On en a beaucoup, des bandes dessinées du réel, ces fameuses BD du réel. Parfois on s'en lasse, puis parfois il y en a une qui est exceptionnelle. Est-ce que celle-ci fait partie des exceptionnelles ou est-ce qu'elle fait partie de celles où, waouh, encore. Alors ceci dit, chaque histoire est passionnante, il ne s'agit pas de juger l'histoire en elle-même, c'est simplement notre envie qui va se poser par rapport à ce genre de choses. Le trait me plaît bien, moi en tout cas.
L'histoire a l'air très intéressante. Oui, mais le trait est très vivant, très, Ouais. très dynamique. Ça me plaît beaucoup. Tu vois, de temps en temps, je vous dis, j'en ai marre des BD du réel. En fait, j'en ai marre parce que j'ai pas tout le temps envie de subir quelque chose qui peut être accablant d'une certaine manière, parce qu'on nous transmet aussi la difficulté, la tristesse, l'émotion, et nous raconte rarement des choses positives et simples. On nous raconte souvent des choses dures et difficiles à partager. Après, Et puis de temps en temps, on a envie d'en lire une. là, on est sur une histoire qui a du positif. Déjà, le fait que cette personne ait vécu si longtemps avec... tu vois, c'est long. Tu avais une histoire de date au-dessus. Elle va raconter comment elle a eu un enfant, comment sa fille est devenue grande. Et donc, il y a ce message positif. Quand j'ai regardé pour préparer l'émission et que j'ai découvert le thème de cette BD, c'est obligatoire. Dans ma tête, ça fait le pont avec les pilules bleues de Peters, qui est sur le même sujet et qui est aussi une BD incroyable. Elle m'avait tellement marqué, cette BD, je pense que je ne l'oublierai jamais. Et on est peut-être là sur quelque chose de semblable. Et la dernière, Traqué dans l'espace, c'est une bande dessinée. Alors celle-ci, je m'en souviens plus. Tu l'as regardée, celle-là ? Eh bien, c'est un... oui, je l'ai regardé, mais j'avoue que ce qui m'a surpris, c'est... Dans cette BD, c'est, tu vois, cette couverture, tu t'attends à l'intérieur à un style... je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, quand tu la feuillettes, j'étais un peu surprise. Les personnages ne ressemblaient pas à ce que je m'étais imaginé. On va lire le pitch, parce que là, on avec la couverture. C'est l'histoire d'un homme qui est le dernier survivant après sur une... Je lis le pitch. Vas-y. L'humanité a disparu, il est le dernier homme survivant, prisonnier d'un sarcophage échoué sur une planète de glace. Il revient à la vie, mais il n'a plus aucun repère, car tout ce qui faisait son monde a disparu. Désormais, seul représentant de son espèce, il devient une marchandise à la valeur inestimable. Traqué par tout ce que l'univers compte de chasseurs de primes, il va devoir se battre, s'enfuir, sans jamais renoncer dans un seul but, survivre. Voilà pour le pitch. On n'en sait pas beaucoup plus, on vous a montré quelques images. Voilà pour les 6 bandes dessinées qu'on a retenues cette semaine. Il y en a pas mal à chaque fois, évidemment. Il faut choisir si on en prend, si on n'en prend pas. Il y a sans doute des choses qui sont géniales, mais là, c'est presque la lecture qui va nous révéler ça, et c'est difficile d'acheter à l'aveugle. Moi, il y en a plusieurs que je serais curieux de parcourir, de feuilleter. Je ne pense pas que je vais foncer en acheter, je vais peut-être attendre davantage, donc on en reparle. Si l'un d'entre vous me reparle d'une de ces bandes dessinées en disant si, vas-y. Ou si notre libraire dit le coup de cœur, c'est les cosmonautes, les amis. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé ceux dont il parlait. Il avait perdu sa page Instagram, je ne sais pas s'il l'a récupérée. Si. Ouais, je regarde. Voilà. La bande dessinée que j'ai lue, moi, c'est Plus loin qu'ailleurs. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Le temps de la recevoir, le temps de la lire et le temps de vous faire un retour. C'est cette semaine-ci que je vous en parle. Ça prend un petit peu de temps et en même temps, sur la littérature, on a un peu moins d'urgence que sur le jeu. C'est ça qui est fou maintenant. On a une sorte d'urgence sur le jeu de société. Tu sens que si tu n'en as pas parlé la semaine de la sortie, après c'est trop tard parce que de toute façon, ça n'aura plus d'incidence, en tout cas pour l'éditeur. Pour nous, évidemment, pour les joueurs, c'est pas trop tard et on va pas s'en priver. Mais parfois, la mise en place, c'est la semaine de la sortie. Et c'est celle-ci où il faut parler des choses. C'est sans doute le cas aussi pour la BD, ceci dit. Je lis vos commentaires en même temps, d'où ces moments de silence. Alors, Chabouté, vous connaissez peut-être pas Christophe Chabouté, mais c'est un auteur majeur de la bande dessinée moderne. C'est un auteur qui est connu notamment pour son trait en noir et blanc. Je vous ai ramené tout ce que j'avais de Chabouté, ça m'a fait plaisir. Je ne vais pas tout vous montrer, mais bon, hop, j'ai plein de trucs à côté. Pendant que tu sors, je dis bonjour à David de Kiwizu qui est arrivé sur le chat et dont on a parlé puisque Rumi Memo, c'est un jeu de société pour enfants qu'il édite, mais dont il est aussi l'auteur. On en a parlé au début de cette émission. Christophe Chabouté, c'est un auteur du silence et du noir et blanc. C'est je l'avais découvert, je pense que c'était pour Tout Seul, non ? Je me souviens plus trop. Ça, c'est le dossier de presse de Tout Seul. Est-ce qu'on a le gros bouquin ? Je ne sais plus par quoi on l'avait découvert plus particulièrement, mais on l'avait découvert, c'est nous qui l'avons découvert, évidemment. On a creusé un moment et pouf, on est tombé dessus. Et grâce à nous, Chabouté est connu du grand public. C'est un auteur qui aime bien raconter des petites histoires où il ne se passe pas grand-chose, avec des personnes qui sont souvent en marge de la société, qui vivent leur propre petite aventure et dans lesquelles on sent qu'il a... est-ce que ma vue du haut marche ? Il a un regard particulier sur... je vais dézoomer un petit peu sur les gens, sur la société, sur
le recul que l'on peut avoir par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. C'est un dessinateur aussi, hein, donc forcément il passe beaucoup de temps sur sa table à dessin. Hop, on dézoome. Ces albums sont trop grands pour mon écran. Hop. Donc il a fait une bande dessinée sur Landru notamment, il avait fait une bande dessinée sur les sorcières. Adoré celle-là. Ouais. On vous en montre quelques-unes auparavant parce que ça permet aussi, je le fais pas à chaque fois et en fait il faudrait le Celle faire. sur les sorcières était très chouette. Les princesses aussi vont au petit coin. Construire un feu, on avait bien aimé celle-ci. Alors Elle là, est citée dans le chat. ouais, construire un feu, c'est très... Vous voyez le blanc, l'occupation du blanc. Je vais vous montrer quelques pages. Celle-ci, c'est une des rares qui est en couleur, véritablement. On a de la couleur dans celle dont je vous parle aujourd'hui. Et on est dans un univers très Jack London. D'ailleurs, il le cite très souvent, Jack London. Oui, alors celle-ci, oui. C'est au-delà de l'univers très Jack London. Mais il cite aussi Jack London dans la dernière, dans Plus loin qu'ailleurs, dont on va vous parler aujourd'hui. C'est normal, c'est le lieu qui fait ça. Là, c'est d'après une nouvelle de Jack London. On a Purgatoire, je ne me rappelle plus de Purgatoire, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je le lise parce que je me souviens plus du tout de cette bande dessinée-là. Moi, c'est les princesses, moi aussi, vont petit coin, je me rappelle pas, je sais pas si je l'ai lu. Ah ouais. Ah, parce que des fois, quand on adore un auteur, on achète ses bandes dessinées en urgence, avant, et puis ça peut arriver qu'elles soient rangées par mégarde et oubliées. Pleine lune, c'était chouette aussi ça. Ouais. Donc là, je vous montre quelques pages de Pleine lune pour vous montrer sa gestion du noir et blanc. Donc c'est un trait qui est particulier, mais c'est vraiment, il a son style, son identité propre d'un point de vue. On parle de BD, mais je vais dire quand même le mot cinématographique, c'est pas la même réalisation, c'est la même gestion des lumières. On voit vraiment, ça peut arriver quand on voit un film de Tim Burton où tu te dis, oh, ça, je reconnais d'entre tous. Ben, c'est pareil pour Chabouté. Vous avez vraiment cet univers très fort, ce style graphique qui ressemble à aucun autre et que j'adore. Ben non, c'était pour citer Terre Neuvasse. Je m'en souviens plus non plus de celle-ci. On oublie, c'est bien d'oublier les choses. On peut relire toute sa collection, Zoé, et puis La Bête pour les très gros albums. Et celui dont on vous parle aujourd'hui, c'est Plus loin qu'ailleurs. Plus loin qu'ailleurs. Alors, il s'agit d'une bande dessinée dans laquelle je suis obligé de vous raconter un petit peu l'histoire, alors que dans le plaisir de Chabouté, vous avez le plaisir de la découverte aussi, malgré tout. C'est un personnage qui travaille, le héros travaille dans... Je ne sais même pas si on sait son nom, le héros. Peut-être, en tout cas je ne l'ai pas retenu. Il travaille dans un parking souterrain de nuit, les veilleurs de nuit, il regarde ce qui se passe et sa vie se concentre sur regarder les caméras et puis regarder ce qui se passe, aider les personnes qui ont perdu leur carte, leur ticket, boire du café, s'ennuyer un peu. Il dessine d'ailleurs pendant ce temps-là, peut-être comme l'auteur. Et il a décidé de s'offrir un petit moment. Alors, c'est un auteur du silence, et malgré tout, à cette deuxième page, ça m'a marqué. Alors ça, c'est mes dessins de presse, rien à voir, mais c'est des marque-pages, les dessins de presse, sachez-le. À cette deuxième page, quand même, il va vous expliquer les choses. Il aurait pu s'en passer, mais il s'est dit, tiens, si, là, je vais expliquer quand même pourquoi ce personnage a envie de s'en aller et d'aller se balader, de se faire une grande randonnée. Il nous explique pourquoi sa vie, elle est chiante, et que cet univers-là l'emmerde un petit peu, et qu'il a envie de vivre autre chose. Il le dit d'ailleurs, je n'ai jamais vu la tête de mes voisins, je n'ai jamais dit bonjour à mon facteur, je ne sais même pas à quoi il ressemble, je vis dans un quartier que je ne connais pas, parce qu'il se lève quand les gens se couchent, et il se couche quand les gens se lèvent, forcément en tant que veilleur de nuit. Là, il part en Alaska, il va faire un long trajet. Et là, ce que je vous dévoile, en fait, c'est le début, si vous ne voulez pas savoir du tout le début, parce que ça fait partie du plaisir de la découverte, vous pouvez arrêter cette émission à ce moment-là, mais au moment de préparer son voyage, il va se passer un léger problème, c'est que la compagnie, l'agence de voyage pour laquelle il travaille, sur laquelle il a réservé, a mis la clé sous la porte, et de ce fait, quand il se retrouve à l'aéroport, on lui dit rentrez chez vous, monsieur, adressez-vous au service d'assurance pour éventuellement regagner le prix de votre trajet, mais là, on n'a pas de solution à vous donner, l'avion ne partira pas. Et tout ce voyage qu'il avait prévu, et dont il nous parle pendant quelques pages avant, comme d'une urgence, comme quelque chose qu'il veut vivre absolument, tombe à l'eau. Il va devoir rentrer chez lui, et en plus, par-dessus tout, en rentrant, il se casse la figure dans l'escalier, et il se fait une entorse de la cheville, donc voilà. Tu te dis, la BD est finie, je vais pouvoir la ranger, il ne se passera rien. Et au lieu de rentrer chez lui, ce personnage prend le taxi pour rentrer suite aux urgences, et décide de demander au taxi, non, continue, fais 100 mètres de plus, et amène-moi jusqu'à l'hôtel, et il s'installe dans l'hôtel en face de chez lui. Et là, son voyage commence, mais dans son propre quartier. Il décide donc de ce parcours, cette randonnée qu'il va vivre, il va le vivre dans son propre quartier, en regardant ce qui se passe tout autour de lui, et à partir de là, vous n'aurez quasiment plus
de texte, de bulles, simplement son journal intime, son journal de voyage, dans lequel il raconte ce qu'il vit, ce qu'il marche, ses aventures, mais à la manière de ce qu'il aurait rêvé, fantasmé vivre en Alaska, en découvrant les animaux, la faune locale. D'ailleurs, il colle la faune, ce qu'il découvre sur place. Et il y a ce côté observation d'un quartier très simple, avec de la couleur, il rentre en lui-même, parce que là, il n'y a plus aucun dialogue. Voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est ce qu'on aime bien chez Chabouté. Et on peut se dire, waouh, ça va être chiant. C'est très bien fait. Alors vraiment, on prend énormément de plaisir à lire cette bande dessinée-ci, à regarder les cases, ça vous emmène ailleurs, ça vous amène à réfléchir. Regardez cette gestion de la couleur. De montrer. Là, en fait, je vous donne rien, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas une page en particulier qui va dévoiler des choses. Il n'y a pas d'intrigue dans cette histoire. Donc je peux vous montrer des choses. Ce qui est inédit et intéressant, c'est ce qui se passe dans votre cerveau à vous. C'est ce que vous découvrez, ce que vous imaginez, ce que vous interprétez et ce que vous vivez tout simplement en parcourant cette histoire-là. Vraiment, ça ressemble à rien d'autre ce que fait Chabouté. Et moi, j'achète toujours les yeux fermés. Et après, je lis les yeux ouverts, rassurez-vous. C'est juste magnifique, nous dit Patrice. On sent que j'ai aimé. Voilà, donc je vous conseille, plus loin qu'ailleurs, la bande dessinée de Chabouté. C'est chouette. On sent l'étape. Je ne sais pas dans quel ordre ça a été publié, mais on sent que ça, tu vois, le titre est plus grand que le nom de l'auteur. Ah bon? Mais quand tu arrives là, le nom de l'auteur, il est nettement plus grand que le titre. Ah bah Chabouté, c'est une marque maintenant. Ça, voilà. Petite différence d'année de publication, je pense. Ouais. Tu sens que le titre, ça passe après c'est une œuvre de Chabouté. Voilà pour cette petite matinale dans laquelle on vous présente différentes choses. Alors, combien de choses on a conseillé plus particulièrement? Difficile à dire. Plus loin qu'ailleurs, très clairement, dans les bandes dessinées à venir, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on découvre des trucs. On n'a pas forcément le recul pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Dans les séries, oui, si, Duster, on le conseille plutôt. C'est celle qu'on conseille le plus, je pense. Oui. Siren, c'est très, très particulier. Et puis Motorhead, ça concerne vraiment... c'est une série adolescente, quoi. Voilà, et puis quelques jeux. Et puis désolée, j'étais assez sévère avec le film de Nathalie Portman, mais c'était... Bien, voilà. Pas terrible. La prochaine BD s'appellera directement directement Chabouté. En tout cas, moi, ça m'a pas trop plu, quoi. Peut-être. Il n'a jamais trop parlé directement de lui. Peut-être que j'oublie, je me mélange. Et le chat a conseillé la réédition de Rumble Nation. Merci pour ce conseil plus particulièrement. On va s'attarder dessus, évidemment. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain avec César Ménardi et Éric Jumel pour une matinale spéciale sur Atalia et sur le jeu. The Royal Society of Archaeology. Voilà pour le programme de demain. Et puis toute la semaine pour différentes vidéos. On vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Ciao, bonne journée.